bonsoir. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de partager avec vous cette soirée scientifique. Je ne sais pas si ça va, vous m'entendez? Mais voilà, je vais vous parler des facteurs prédictifs du risque cognitif périopératoire. Oui, plutôt en gériatrie, mais bon, c'est des choses qu'on voit aussi pour des patients moins âgés. Mais le vieillissement de la population qui fait qu'on a dans nos lits des patients maintenant même de 104 ans. Le plus âgé que j'ai eu, c'était 104 ans, qui était opéré d'une hanche. Et les progrès techniques, des techniques d'anesthésie et chirurgicales font qu'il y a une augmentation des procédures chirurgicales chez les patients âgés. Et aussi l'augmentation d'une prise en charge chirurgicale du nombre croissant des patients fragiles. En 1999, Claire disait qu'on attend en 2010 8% de la population mondiale d'avoir de plus de 65 ans. En 2017, 3% de la population mondiale va atteindre 85 ans. Et en 2020, 16%, ce qui est quand même pas mal. Voilà une autre preuve que les interventions chirurgicales chez les personnes âgées de plus de 65 ans et en croissance, c'est aussi les interventions au Grand Hôpital de Charleroi. On tourne autour de 33%, 35% en 2020. Même si c'était le Covid, on a eu quand même une pic. Mais ça reste, oui, en moyenne de 33, qui n'est pas négligeable. C'est quand même un quart. Pour comprendre mieux, quelques petits mots au sujet du vieillissement. Le vieillissement n'est pas une maladie, mais plutôt une vulnérabilité. Ça se caractérise par une réduction croissante avec l'âge des capacités de réserve de l'organisme qui s'adapte de plus en plus difficilement aux situations de stress. C'est un processus continu et progressif d'altération naturelle qui commence tôt dans l'âge adulte et qui est spécifique pour chaque personne. On ne devient pas vieux ou âgé à un âge donné. Classiquement, l'âge de 65 ans est considéré comme le début du vieillissement, mais ce n'est pas vraiment une raison, une âge fondée sur la biologie, mais surtout sur l'histoire. En Allemagne, cet âge fut choisi pour la retraite. C'était la première nation à avoir introduit un programme de retraite il y a quelques dizaines d'années d'ici. Le vieillissement du système cardiovasculaire et la période opératoire. Mais au niveau du système cardiovasculaire, on voit qu'il y a des troubles de relaxation ventriculaire qui augmentent avec l'âge et qui font que le risque d'insuffisance cardiaque est en majoration avec l'âge. Il y a aussi une altération de réponse inotrope et chronotrope médiée par les récepteurs bêta-adrénergiques, une perte d'élasticité et de contractilité au niveau artériel. Il y a aussi la calcification des valves cardiaques, une diminution de la réserve coronarienne, bien sûr, une augmentation de la sensibilité du myocarde à l'ischémie, un dysfonctionnement diastolique avec une gêne au remplissage rapide initial, ce qui est très important en anesthésie, et aussi une diminution du débit cardiaque de quand même 30 à 40% à l'âge de 65 ans. Ce qui fait qu'il y a quand même une croissance à la susceptibilité épisodique d'hypotension, une pression artérielle qui est quand même assez labile avec l'âge, une croissance de la susceptibilité à la surcharge volémique et une diminution exagérée de la fonction cardiaque si le remplissage il est inadéquat.
Du coup, en période opératoire, il faut quand même maintenir une pression artérielle moyenne assez correcte. Il faut monitorer assez proche tous les paramètres hémodynamiques. Voilà, il faut faire attention aux vasopresseurs et aussi utiliser les fruits de façon Goldie. Au niveau du système respiratoire, on voit aussi une diminution de l'amplitude des mouvements de la cage thoracique qui devient quand même plus rigide, une diminution du débit expiratoire de pointe et de l'échange de dioxyde de carbone avec l'oxygène, justement à cause de cette diminution de l'amplitude, mais aussi au niveau alvéolaire, aussi la capacité pulmonaire vitale diminue. Il y a une diminution de la masse musculaire, un déclin dans l'efficacité des mécanismes de défense pulmonaire, ce qui fait que les personnes plus âgées ils sont quand même à risque de développer des pneumonies, des infections pulmonaires en péri-opératoire, préopératoire et post-opératoire. Diminution avec l'âge de la sensibilité des centres respiratoires à l'hypoxémie et à l'hypercapnie. Ce qui fait que voilà, il y a un gradient alvéolaire, une croissance et un espace mort aussi assez importante. Une diminution de la réponse ventilatoire à l'hypoxémie et à l'hypercapnie. Une majoration du travail respiratoire qui fatigue beaucoup les patients âgés. Une susceptibilité aux effets résiduels des agents anesthésiques. Un risque d'apnée dans la période post-opératoire assez importante. C'est pour ça qu'il faut quand même monitorer la courarisation. Ça, c'est obligatoire. Essayer d'utiliser les drogues avec une courte durée d'action. Il faut vraiment une kinésithérapie précoce, surtout chez les personnes âgées, même en préopératoire, mais aussi en post-opératoire. Et une oxygénothérapie, nous, voilà, on laisse quand même 48 heures l'oxygène en post-opératoire chez nos patients âgés. Au niveau hépatorénal, on a aussi une diminution de la réserve de la fonction rénale. Il y a la glomérulosclérose avec une réponse diminuée à différents stimules vasodilatateurs. Un développement des lésions de néphroangiosclérose, aussi une diminution du débit de la filtration glomérulaire, de la sécrétion et de la résorption au niveau tubulaire, une diminution du pouvoir de concentration des urines et aussi une diminution de la capacité du foie à métaboliser de nombreux médicaments et substances. Ce qui fait que voilà, il y a une diminution de clearance des drogues, une croissance à susceptibilité à l'insuffisance rénale aiguë en post-opératoire, une diminution aussi de l'élimination hépatique des médicaments. C'est pour ça qu'en période opératoire, il faut quand même essayer de réduire les doses d'induction et d'entretien, surtout titrées. Il faut utiliser les drogues à courte durée d'action. Voilà, les morphiniques, le rémifentanil, c'est quand même une drogue avec une courte durée d'action, c'est quand même mieux à l'utiliser. Et voilà, faire attention aux cours rares. Au niveau du système endocrinien, avec l'âge, on voit aussi une diminution de la production des hormones, notamment les hormones thyroïdiens, surrénaliens et sexuels, estrogènes, progestérone et testostérone, qui jouent quand même un rôle assez important dans l'homéostasie de la personne. Ce qui fait qu'il y a un risque d'hyperglycémie, aussi d'hypoglycémie en opératoire, d'hypothermie, les troubles du sommeil ou de l'humeur, et aussi une mauvaise adaptation au stress. C'est pour ça qu'il faut quand même faire le monitoring de la glycémie, de la température, les matelas chauffants, les utiliser, le Behringer, hotline fluid warming, voilà, pour vraiment stabiliser la température, et aussi réviser le traitement antidépresseur.
Au niveau du système nerveux central, il y a une diminution du nombre de neurones du cortex cérébral avec l'âge, la substance grise, une raréfaction de la substance blanche, une diminution de certains neuromédiateurs, neurotransmetteurs, et en particulier de l'acétylcholine. Il y a aussi une diminution du débit sanguin destiné au cerveau de 20% en moyenne avec l'âge. Bon, voilà, à 65 ans, on a quand même le débit cérébral diminué. Il y a aussi la modification du cycle du sommeil suite à cette diminution de la sérotonine, la mélatonine et voilà, un mauvais fonctionnement maintenant de l'épiphyse. Et il y a aussi une réduction de la sensibilité des récepteurs de la soif, ce qui est quand même assez important chez les personnes âgées qui se déshydratent assez vite. Ce qui fait qu'il y a un risque de délirium et de dysfonctionnement cognitif en post-opératoire assez important, une réduction et une déstructuration du sommeil, un risque de déshydratation et d'hypernatrémie, et aussi la majoration risque d'apnée dans la période post-opératoire. C'est pour ça qu'en période opératoire, il faut quand même éviter le plus possible la prémédication, les benzodiazépines, limiter les drogues avec les effets anticholinergiques, les sédatives, limiter le jeûne. Les patients âgés, c'est vraiment un problème. J'ai eu une fois une patiente qui, on attendait l'opérer, la voisine a eu le repas, elle a mangé le repas, du coup on a dû postposer le bloc. Voilà, démente. Il faut monitoriser la profondeur de l'anesthésie, éviter la présence de burst-suppression. Et il faut vraiment avoir un contrôle adéquat de la douleur, épargner les morphiniques et surtout les anti-inflammatoires non stéroïdiens en gériatrie. Ce n'est pas des médicaments qu'on utilise, c'est vraiment très très rare. Au niveau du système nerveux périphérique et autonome, on voit aussi une diminution de la sensibilité des récepteurs proprioceptifs, une diminution de la quantité des fibres nerveuses myélinisantes, aussi une diminution de la conduction nerveuse périphérique. Et au niveau du système nerveux autonome, aussi une diminution de la sensibilité des barorécepteurs, une accentuation de l'activité du système nerveux sympathique, ainsi qu'une augmentation de la concentration de certains neuromédiateurs comme les catécholamines. Ce qui fait qu'il y a une capacité en diminution d'autorégularisation. Les variations hémodynamiques, systémiques sont quand même plus importantes. Il y a une diminution de la perfusion cérébrale et aussi cardiaque, rénale. Le monitorage de la pression artérielle, c'est très très important en période opératoire, et le neuromonitoring aussi, avec voilà, une EEG, une analyse d'EEG de la profondeur de l'anesthésie importante en période opératoire. Voilà, le risque de confusion en post-opératoire, il y a 3 éléments déterminants, 3 phénomènes conjoints: la réserve cognitive, les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants. La réserve cognitive, c'est une chose individuelle. Chaque personne a une réserve cognitive, on se naît avec. Et on va dire on la majore en fonction du niveau socio-culturel. Le cerveau, voilà, le concept de réserve cognitive, c'est lié au fait que le cerveau peut faire face aux lésions cérébrales, soit en utilisant des réseaux neuronaux préexistants, soit en activant des nouvelles connexions neuronales. Avec l'âge et en fonction vraiment de notre niveau socio-culturel et économique, on développe un réseau très très important, même si on a une base
pas très important. C'est pour ça que c'est quand même important, en période préopératoire, de savoir un petit peu le patient, où il vit, qu'est-ce qu'il fait, pour connaître quand même s'il y a une réserve cognitive importante ou pas. On sait bien que voilà, cette réserve diminue avec l'âge. Il y a une réponse différente face à une agression similaire d'une personne à l'autre. Avec l'âge, voilà, le cerveau devient quand même vulnérable. Toutes les perturbations périopératoires sont susceptibles d'aboutir à un mauvais fonctionnement cérébral, en aumentant la vulnérabilité du cerveau des individus après 65 ans. Et voilà, consécutivement, il y a le syndrome confusionnel qui risque d'apparaître. Les facteurs prédisposants, il y a deux facteurs principaux qui prédisposent à une confusion en post-opératoire. L'âge, on vient de parler de la réserve cognitive et du risque confusionnel lié à ces réserves cognitives. Mais le plus important, c'est l'existence du syndrome démentiel sous-jacent. Voilà l'évaluation du risque confusionnel. C'est important de connaître des facteurs de risque propres à chaque malade qui favorisent l'émergence d'une confusion post-opératoire. Et aussi identification précoce au sein des unités de soins, soit en chirurgie traditionnelle, soit en soins intensifs, d'une confusion au moyen d'outils simples qui ont été validés et utilisés comme l'échelle CAM, Confusion Assessment Method. C'est pour promouvoir des actions préventives en privilégiant les interventions soignantes non médicamenteuses qui sont efficaces pour réduire l'incidence de la maladie et de ses conséquences. Voilà, l'échelle CAM. Voilà, l'échelle CAM, il y a 4 critères. On a une échelle CAM qui est positive si on a la présence des critères 3 et 4, mais il faut que les critères 1 et 2 soient toujours présents. Le début soudain et l'évolution fluctuante, l'inattention, la désorganisation de la pensée et les troubles de la vigilance. Il y a 7 éléments repérables en préopératoire significativement et indépendamment associés à un risque accru de confusion. L'altération cognitive préexistante, dont on avait parlé, le syndrome démentiel, l'immobilisation passive ou active, l'ol délétère de la contention mécanique. On voit encore parfois des patients qui sont en préopératoire confus à cause surtout de la douleur et du fait que voilà, sont dans un environnement inconnu, qui sont quand même contentionnés. Ça majore malheureusement la confusion et le délirium. La déshydratation, la fréquence de ces troubles métaboliques est majeure, tout en sachant que près de 40% de sujets de plus de 80 ans reçoivent quotidiennement des diurétiques, mais ce n'est pas que ça. Voilà, on avait dit avant qu'il y a quand même une altération de la sensation de soif avec l'âge. Aussi la privation sensorielle auditive qui fait que les personnes soient désorientées au niveau temporal-spatial et aussi ne savent pas vraiment relationner avec les soignantes. On ne comprend pas ce qu'ils veulent et eux non plus, ils ne comprennent pas ce qu'on veut d'eux. La privation sensorielle visuelle, ça prête à une désorientation spatiale. Les troubles de sommeil, c'est quand même assez important. L'insomnie abaisse le seuil confusiogène et aussi la rétention urinaire et fécale, le globe vésical et le fécalum, qui sont quand même souvent vus en gériatrie.
ben voilà, on voit si parmi les facteurs, on trouve une ou deux facteurs, une ou 0,1 facteur, ben c'est un risque faible de confusion post-opératoire. Si on a 1 à 2 facteurs prédisposants, il y a quand même un risque intermédiaire d'une confusion post-opératoire. Ce qui dépasse 3 facteurs, on a un risque quand même important de confusion en post-opératoire. Il y a quand même l'Hospital Elderly Life Program qui a été créé justement pour évaluer le risque confusionnel. C'était un modèle innovateur des soins hospitaliers conçu pour prévenir le délire et le déclin fonctionnel chez les personnes âgées hospitalisées. On a conçu une équipe interdisciplinaire avec les chirurgiens, les anesthésistes, mais surtout la liaison gériatrique qui passe dans les unités de soins, justement pour détecter cet risque de déclin cognitif. Il y a des protocoles d'intervention ciblés pour améliorer les résultats des patients et fournir des soins rentables aux patients qui sont quand même à risque de déclin fonctionnel et aussi cognitif. Les objectifs du programme, c'est vraiment maintenir le fonctionnement cognitif et physique des personnes âgées à haut risque tout au long de l'hospitalisation, maximiser l'autonomie à la sortie, accompagner le passage de l'hôpital au domicile et prévenir les réadmissions non planifiées à l'hôpital. Le syndrome démentiel, c'est quand même souvent méconnu chez les sujets âgés. Il y a une absence, malheureusement, de la détection systématique par le réseau de soins primaires. Souvent, les fonctions cognitives altérées chez les sujets âgés sont volontiers considérées à tort comme des témoins du vieillissement normal. C'est normal d'oublier, il a quand même 89 ans. C'est pour ça que il faut identifier précocement les troubles cognitifs au sein des unités de soins, la gériatrie ou la chirurgie via la liaison gériatrique. Et on a les moyens, outils simples qui sont validés et facilement utilisables par tout le monde. Le Mini Mental State Examination, le Montreal Cognitive Assessment et le bilan neuropsychologique, ça c'est quand même un bilan plus important. On le fait souvent en gériatrie, ça prend plus de temps. Voilà, le Mini Mental State, on a les items pour l'orientation temporospatiale, on a les items d'apprentissage, on leur demande de retenir 3 mots et les répéter. Après, on va quand même distraire l'attention avec les calculs et on leur demande par après de se rappeler les 3 mots, voir si ils ont réussi quand même à magasiner les 3 mots d'avant. La partie langage et la partie praxis constructive, on le voit quand même souvent chez les personnes âgées assez altérées. Souvent chez les personnes qui ont eu des accidents vasculaires, des épilepsies, un Parkinson. Mon cas, c'est plutôt pour les praxis, l'attention, le langage. C'est une autre sorte de MMS. C'est assez facile aussi à faire, la dénomination, identification de certaines images. Les facteurs précipitants, c'est des facteurs qu'on le voit en préopératoire, en périopératoire et en post-opératoire. En préopératoire, c'est vraiment important d'identifier les patients à risque. Il y a ce concept de fragilité. Il y a des facteurs de risque de fragilité. Il y a plusieurs échelles de fragilité qui ont été créées justement pour mieux cibler les patients à risque de décompenser en post-opératoire. L'échelle Edmond, le score ISAR, l'échelle de dépistage G8. C'est un score qu'on utilisait avant en oncologie, mais maintenant je le vois
assez souvent en chirurgie. Le score ASA, que vous connaissez plus. L'évaluation aussi de l'autonomie, c'est très très important. Les activités de la vie journalière, les activités de la vie journalière instrumentale, c'est très important de savoir un petit peu ce que nos patients savent encore faire. Et c'est très très important d'éviter les benzodiazépines, si c'est possible, pas de prémédication. Voilà l'échelle Edmond-Frey Scale, c'est une échelle qui a plusieurs domaines, le cognitif, la santé générale, l'indépendance fonctionnelle, le support social, les médicaments utilisés, la nutrition, humeur, continence, performance. C'est quand même une échelle assez large. Les patients robustes, non fragiles, ben voilà, ils n'ont pas le score de cette échelle, c'est 0 à 3 pour les patients non fragiles. Si on a plus de 4-5 items qui sont positifs, qui sont présents, ben, voilà, on a quand même un début de fragilité et c'est quand même là qu'on doit quand même agir. Plus de 6-8 items dans l'échelle, ben, les patients quand même modérément fragiles, ça c'est vraiment des patients à risque important. Et 9 à 17 items, ben, les patients sont vraiment fragiles. Ici, vraiment, il faut quand même être attentif parce que le risque de délire, c'est très très important en post-opératoire. Le score ISAR, ben, le score ISAR, c'est l'identification des patients fragiles. On l'utilise souvent aux urgences, mais aussi à l'admission dans notre service. C'est 6 items. La dépendance totale, ben voilà, c'est les 6 items présents. On considère les patients à risque et fragiles, les patients plutôt gériatriques, si on a plus de 3 items positifs. Cette score voilà, comprend l'admission aux urgences, l'admission les hospitalisations plus de 2 dans les derniers 6 mois. S'ils ont eu quand même plus besoin d'aide au domicile avant l'admission aux urgences, s'ils ont eu besoin quand même plus d'aide au domicile avant de venir aux urgences, s'ils prennent plus de 3 médicaments, s'ils souffrent des problèmes de vue et aussi s'ils souffrent des problèmes de mémoire. Voilà l'échelle G8. Voilà, je vous avais dit, c'est plutôt en oncologie qu'on l'utilise. Il y a quand même des items qu'on ne voit pas dans les autres échelles. L'item au niveau de l'alimentation, qui est quand même assez important, la perte de poids, l'autonomie, la motricité, si le patient il est autonome, s'il est quand même avec une tendance à la gravatarisation, s'il y a les problèmes neuropsychologiques, voilà, la démence. S'il prend voilà, plus de 3 médicaments, ce qu'on voit aussi dans le score ISAR, et l'âge voilà, qui compte, un âge de plus de 80 ans, c'est quand même un âge avec un risque très très important. Une score de plus de 14 relève une vulnérabilité, une fragilité gériatrique assez importante. Et le score ASA, ben voilà, ça vous le connaissez, je pense. Il y a quand même, on l'utilise quand même aussi souvent en gériatrie orthopédique pour les patients en préopératoire pour nos patients. L'échelle de l'activité journalière qui comprend les items voilà, d'autonomie, se laver, s'habiller, la mobilité, savoir s'asseoir, transférer du lit au fauteuil, aller à la toilette, la continence aussi, et voir s'il est capable de manger ou pas toute seule. Il y a aussi l'échelle de l'activité
journalière instrumentale. C'est une échelle plus utilisée en gériatrie, beaucoup moins en anesthésie et en chirurgie. C'est un questionnement sur les activités faites au domicile, ou voilà, ce qu'ils savent encore le faire, la capacité de encore faire certaines choses. C'est une échelle vraiment importante pour le suivi parce qu'on voilà, on évalue ça à l'admission et on voit aussi à la sortie s'il y a une détérioration de cette échelle. Ça veut dire que voilà, il y a eu quand même des événements au niveau cognitif qui se sont passés. Le patient âgé est-il un patient fragile? On a quand même un pourcentage de 55 patients qui sont quand même des patients robustes. 10% de nos patients âgés sont quand même des patients dépendants. Et entre, il y a les patients fragiles, 35%. C'est vraiment les patients qui ont quand même le risque de développer une confusion, une détérioration de l'autonomie en post-anesthésie. C'est vraiment là où il faut agir. Les facteurs précipitants en péropératoire. La fréquence de la confusion en monte au cours de la chirurgie non programmée réalisée en urgence, ou bien celle qui nécessite, du fait de sa complexité, un transfert secondaire du malade en unité de soins intensifs. La confusion post-opératoire est maximale en termes d'incidence au deuxième jour de l'intervention. Il y a des facteurs précipitants post-opératoires. Voilà, c'est l'âge, l'antécédent de la démence, comme on avait mentionné. Ça, c'est vraiment des facteurs de confusion, avec un risque élevé de confusion. Au niveau intraopératoire, la chirurgie lourde, la chirurgie en urgence et les complications post-opératoires majeures. En post-opératoire, le séjour de plus de 2 jours en soins intensifs et les complications majeures en post-opératoire. Le risque mineur, c'est pour les patients moins âgés qui ont quand même, oui, des troubles cognitifs, mais sans avoir une démence. On appelle ça les troubles cognitifs mineurs. Voilà, les antécédents d'accidents vasculaires, c'est plutôt voilà, des soucis au niveau de la vascularisation cérébrale qu'on peut quand même rattraper parfois en post-opératoire. La dépendance fonctionnelle moyenne, les troubles biologiques ou une anémie sévère qu'il faut quand même bien mettre bien prendre en charge en préopératoire et aussi en post-opératoire. Les comorbidités sévères cardiovasculaires. Il ne faut pas oublier la dépression. Pas mal de patients âgés ils sont dépressifs. Au niveau des facteurs intraopératoires, la chirurgie à risque modéré, l'anesthésie générale loco-régionale et les complications plutôt mineures ou pas de complications. Le séjour en post-opératoire, les séjours en unité de soins intensifs de moins de 2 jours diminuent le risque de confusion, les complications mineures, le contrôle adéquat de la douleur et diminution de l'utilisation de sédatives. En péropératoire, il faut quand même éviter l'anesthésie trop profonde, monitorer la profondeur de l'anesthésie, éviter le burst suppression, maintenir l'apport en oxygène au cerveau, à monitoriser la pression artérielle, l'oxygénation et voilà, la valeur de l'hémoglobine. Il y a le triple low, c'est vraiment le risque très très important de confusion si on voit un index à moins de 45.
une pression artérielle moyenne en dessous de 75 mm colonne de mercure et une valeur de niveau d'anesthésie avec le sévoflurance en dessous de 0,8. Anesthésie locorégionale versus anesthésie générale. Mais il y a une étude qui a prouvé qu'il n'y a quand même pas une différence significative de dysfonctionnement à 3 mois après l'anesthésie générale ou l'anesthésie locorégionale chez les patients âgés. Il n'y a pas une cause entre les anesthésies. Il y a plusieurs études qui ont prouvé que le monitoring de la profondeur de l'anesthésie diminue le risque post-opératoire du délirium, mais pas le dysfonctionnement cognitif. Le burst suppression aussi, le monitoring de burst suppression, voilà, c'est très important en périopératoire parce que on voit quand même une diminution du délirium en titrant les anesthésiants. Voilà, quelques anesthésiants avec quand même les conséquences cliniques chez les personnes âgées. Je vais passer ça. En post-opératoire, les facteurs précipitants, c'est souvent les infections, les pneumonies, les infections urinaires, liées souvent à un sondage urinaire, les méningites septiques, les soucis cardiovasculaires, l'infarctus myocardique. On a eu quand même quelques patients en post-opératoire, en deuxième jour post-opératoire, qui ont quand même développé une infarctus myocardique et malheureusement qui sont décédés. Le risque quand même d'embolie pulmonaire est assez important. Les troubles d'urine cardiaque. Neurologiquement, on voit quand même moins des accidents vasculaires et des épilepsies en post-opératoire. Les facteurs métaboliques endocriniens, les hypoglycémies, hyperglycémie, hyponatrémie, hypernatrémie, l'hypercalcémie aussi, l'insuffisance rénale aiguë, il faut quand même vraiment bien faire attention à ça, que les patients ne développent pas ça, ou s'ils développent, il faut une prise en charge assez rapide. L'hypoxémie, liés à l'anémie, l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, les troubles psychiatriques, la dépression, les changements d'environnement, les troubles du sommeil en post-opératoire, c'est assez récurrent chez nos patients âgés. Les douleurs aiguës assez confusogènes en post-opératoire, la rétention urinaire et fécale, on le voit souvent en post-opératoire, fièvre isolée, c'est beaucoup moins, nos patients âgés font quand même beaucoup moins la fièvre. Il faut faire attention au sévrage alcoolique, au sévrage du tabac, au sévrage de benzodiazépines. L'immobilisation et la déshydratation, c'est quand même encore des facteurs aussi en post-opératoire qu'il faut vraiment bien faire attention. Il faut maintenir en post-opératoire une homéostasie sur tous les plans. Normothermie, normoglycémie, normotension, prévention et traitement adéquat de la douleur. Et voilà, avoir un programme de réhabilitation en post-opératoire, c'est très très important, avec une alimentation précoce, mobilisation précoce et ablation précoce des tuyaux. Les sondes nasogastriques, les sondes vésicales, les drains. Les patients âgés, ils sont assez confus, ils les arrachent, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec les tuyaux, pourquoi ils les ont.
Et aussi, il ne faut pas oublier la iatrogénie médicamenteuse, les anticholinergiques, oxybutynin. Mais voilà, malheureusement, c'est vrai, on voit le globe en post-opératoire, on tente de mettre l'oxybutynin, qui fait pire parce que ça donne une confusion plus importante. Du coup, le patient avec le globe et l'oxybutynin est plus confus. Les psychotropes, les benzodiazépines, les neuroleptiques, voilà, parfois, c'est pas facile à éviter l'utilisation de ça parce que les patients vraiment deviennent très agités, ils sont très confus et voilà, il faut quand même les calmer et on les utilise, mais il faut essayer d'utiliser vraiment les doses les plus faibles possibles. Les antalgiques, la codéine, le tramadol, les morphiniques, voilà, on est obligé quand même aussi en post-opératoire de les utiliser parce que la douleur c'est aussi confusogène et après voilà on a quand même servicieux. C'est pour ça aussi qu'il faut titrer ces traitements antalgiques. Les AINS, il faut vraiment les éviter. Les digitaliques aussi, une risque de confusion. Les bêta-bloquants aussi, l'atropine, les antibiotiques, parce que souvent, post-opératoire, avec les infections urinaires, on utilise les fluoroquinolones. Un risque très important de confusion avec les fluoroquinolones chez les personnes âgées. La carbamazépine, le valproate de sodium, s'il y a des épilepsies en post-opératoire, il faut vraiment voilà, titrer ça. On dose l'acide valproïque, les carbamazépines dans le sang chez nos patients. Et les agents anesthésiques. La prise en charge multidisciplinaire reste quand même le gold standard. En préopératoire, il faut identifier les facteurs de risque confusogène et voilà, faire une préhabilitation en conséquence. Il faut informer si le patient il est bien au niveau cognitif. Au niveau cognitif, il faut informer le patient du risque opératoire, préopératoire, pourquoi on doit faire cette intervention. Il faut limiter le genre, il faut éviter la prémédication. En péropératoire, il faut une approche chirurgicale le moins invasive possible, une anesthésie générale avec une courte durée d'action si c'est possible, avec un monitoring important. L'anesthésie loco-régionale, l'utiliser dès que possible avec l'anesthésie générale. Après l'anesthésie générale, voilà, éviter vraiment une anesthésie générale très longue. Et en post-opératoire, il faut identifier les facteurs de risque confusogènes et créer des programmes de post-habilitation par conséquence. Adapter les antalgiques et épargner les morphiniques le plus possible. Ablation précoce des cathéters, des drains, des sondes vésicales. Il faut réhydrater, réalimenter et mobiliser précocement le patient. Et il faut prévenir le délirium. Je vais finir avec un cas clinique d'une patiente que j'ai vue il y a 3 mois d'ici, dans mon service. C'est une patiente de 92 ans qui est tombée à la maison, qui s'est fracturé la hanche. On a décidé de mettre une prothèse de la hanche. En préopératoire, elle vient aux urgences assez confuse. Il y avait une cam 2 sur 4. C'était vraiment pas une confusion importante, mais quand même, avec un risque important de fausse déglutition. Et en post-opératoire, malheureusement, voilà, elle développe un délirium, une anémie importante, avec une hémoglobine à 6, une fécalome rectale, et par conséquent aussi une globe. Et malheureusement, voilà, sur les fausses déglutitions, comme elle était assez somnolente, elle a développé une pneumonie. En préopératoire, voilà, ce qu'on a fait, on a dû identifier les facteurs de risque de confusion. Elle avait une fibrillation auriculaire, elle était connue avec une démence mixte, neurodégénérative de type Alzheimer avec une importante composante vasculaire, à un stade quand même modéré. Dernière MMS était à 15 sur 30 en décembre 2021. Elle avait une surdité non appareillée
parce qu'elle n'a pas voulu. Un état fonctionnel limité, une dénutrition protéino-calorique très sévère, une BMI à 17 et demi. Elle faisait des chutes à répétition au domicile dans les dernières 4 mois, qui se sont quand même majorées dans les dernières semaines, avec comme par conséquence une diminution de l'autonomie. Elle était témoin de Jéhovah. Elle avait une consommation chronique de benzodiazépines, du Temesta. Elle prenait 2 Temesta de 2,5 pour des troubles du sommeil, et malgré ça, elle ne dormait pas. Elle bougeait toute la nuit et elle tombait tout le temps. Elle vivait au domicile avec quand même un encadrement important, une infirmière qui venait 2 fois, une kiné qui venait 3 fois par semaine, une aide familiale, une aide ménagère, les repas traiteurs, et quand même 2 enfants, une fils et une fille, assez présents, mais dépassés par la situation. En plus, c'était une madame assez têtue qui refusait un placement. L'évaluation de la fragilité, le score ISAR, il était à 5 sur 6. Elle avait besoin plus d'aide au domicile avant cette admission, avant l'admission aux urgences. Depuis les débuts de symptômes, il y a 4 mois, aussi, elle a eu besoin de plus d'aide au domicile. Justement, l'infirmière a été majorée à une fréquence à 2 fois par semaine, et le kinésithérapeute a été introduit il y a 1 mois. Elle était hospitalisée en décembre, aussi pour une confusion aiguë, sur cette fois-là une infection urinaire. Elle avait des troubles de vue et aussi des troubles auditifs. Elle souffrait des troubles de la mémoire, la démence. Elle prenait plus de 3 médicaments par jour. Les non-scales, c'était aussi positive. Elle était à 13 sur 17. Au niveau cognitif, elle avait 2 points. Santé générale, elle était hospitalisée plusieurs fois. Pour elle, tout se passait quand même bien. Elle était assez dépendante. Le support social, elle l'avait toujours. Les enfants, ils étaient présents, mais ils commençaient à vraiment épuiser. Les médicaments, elle avait plus de 100 médicaments. Elle oubliait quand même. Les infirmières, ils ont vraiment fait une pilulier, mais madame oubliait de prendre des médicaments. Elle était dénutrie. Pour elle, elle n'avait pas une dépression, elle ne se sentait pas triste. La continence, elle avait une incontinence urinaire. Et au niveau fonctionnel, après les dernières chutes, elle avait besoin vraiment d'une rollator, d'une kiné, et même comme ça, elle tombait assez souvent. L'autonomie, c'était quand même une perte d'autonomie assez importante, 17 sur 24. Elle avait besoin d'une aide pour se laver, pour s'habiller, l'incontinence aussi, pour se déplacer, une aide pour la toilette. Et pour manger, elle avait quand même besoin d'une aide préalable. Il fallait couper quand même les morceaux et lui présenter la nourriture. L'IADL, c'était 36 sur 36. Elle ne faisait plus rien à la maison. Tout était fait à la maison par les aides et par les enfants. Le score ASA, c'était à 2. On n'avait pas de gros maladies. En préopératoire, on a revu quand même un petit peu les comorbidités. On a adapté un petit peu le traitement qui donnait une risque de confusion. Justement, on avait quand même diminué le Temesta. Et aussi, elle prenait des anti-inflammatoires nestorrédiens qu'on avait arrêtés. On a demandé à la diététicienne de faire une intervention nutritionnelle et adapter les textures alimentaires comme elle faisait des fausses déglutitions. On a demandé au kiné de faire un kiné surtout respiratoire, un préopératoire. Comme elle était quand même assez confuse vu le changement d'environnement,
on a quand même laissé la fille être présente en chambre tout le temps. Et après, voilà, on a quand même vu avec les anesthésistes et les orthopédistes ce qu'on peut quand même faire pour réduire quand même le risque de déclin fonctionnel et cognitif en post-opératoire. Justement, essayer vraiment une anesthésie pas trop longue et avec les orthopédistes vraiment voilà, diminuer le plus possible la durée de l'intervention. En périopératoire, ben voilà, on a essayé de programmer l'intervention assez tôt le matin. On a limité le jeûne, les boissons sucrées, on les a données encore à 6 heures. Avec les anesthésistes, voilà, on a essayé d'avoir une anesthésie adaptée. On avait convenu avec les orthos de ne pas mettre des drains. Justement, le risque d'arrachement était quand même assez important. Et voilà la présence de la fille dans la chambre toujours. En post-opératoire, ben, voilà, le traitement antalgique adapté, on a essayé justement de ne pas utiliser des doses importantes de morphinique. Elle n'était pas si douloureuse, c'est juste quand on l'a mobilisée pour faire les soins. Voilà, la prise en charge de l'anémie, c'était quand même assez important vu que l'anémie était à 6 en post-opératoire. On ne le savait pas en plus parce qu'elle est venue en urgence sans sa fiche de témoin Jéhovah. On s'apprête justement à faire la transfusion. On rentre dans la chambre et la fille nous voit avec la poche de transfusion. Et elle nous dit, ben, elle est témoin Jéhovah. On a dit, ben voilà, heureusement que la fille était présente dans la chambre. Du coup, on a quand même mis l'injectafer. Elle avait développé cette fécalome rectale. On a dû faire des lavements 3 jours. Et on a aussi enlevé le gros urinaire. Voilà, elle avait développé cette pneumonie sous forme déglutition qu'on a traitée par de piptazo. On a réévalué par après les textures alimentaires. On a demandé au kiné en post-opératoire vraiment de bien la stimuler, renforcer la musculature et vraiment essayer de faire les transferts précocement, pas la laisser dans le lit longtemps. Et cette patiente, voilà, elle est sortie au jour 10 avec quand même une diminution du délire, du délirium, mais toujours confuse. En conclusion, voilà, le vieillissement per se n'est pas une limite à l'anesthésie et à la prise en charge chirurgicale de nos patients âgés. C'est très important une prise en charge adaptée, globale, pluridisciplinaire, proactive, qui doit être débutée de la phase préopératoire. Il faut évaluer la fragilité et la mise en route du programme de préhabilitation par conséquence, identifier en pré, et post-opératoire les facteurs prédisposants et précipitants de la confusion, et mise en route d'un programme aussi de réhabilitation précoce en post-opératoire. Le confort du patient doit être l'objectif, ce qui inclut une analgésie adéquate, une anxiolyse, ainsi que la prévention et le traitement du délire. L'équilibre entre analgésie et sédation est malheureusement délicat à trouver, mais on va y arriver. Merci pour votre attention.